Good afternoon, everyone. Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous cet après-midi. J'ai le plaisir d'être en compagnie de la Dr Tam, qui est administre en chef de la santé publique du Canada, ainsi que du Dr Nou, qui est administrateur en chef adjoint de la santé publique du gouvernement du Canada. Sur lesquels je me tourne présentement pour nous fournir une mise à jour de la situation en matière de la COVID-19. Dr Tam. Thank you. Bon après-midi à tous. As usual, I will begin with an update on the latest numbers for COVID-19 in Canada. There are now 101,337 cases, including 8,430 deaths, and 63,886 people, or 63%, have now recovered. Labs across Canada have tested over 2,415,000 people for COVID-19 to date. Over the past week, an average of 38,000 people were tested daily, with a 1% test positive. These numbers change quickly and are updated daily in the evenings on canada.ca/coronavirus. During these months of living with COVID-19, we've all made sacrifices in a collective effort to control the spread of COVID-19. While necessary, these measures and other disruptions to our daily lives have impacted the mental health and well-being of many Canadians, with some turning to substances like alcohol to cope. A recent survey conducted by the Canadian Centre on Substance Use and Addiction found that 1 in 4 respondents aged 35 to 53 years and 1 in 5, aged 18 to 34 years, had increased their alcohol use during the pandemic. The lack of a regular schedule, stress, and boredom were the most common reasons cited among correspondents for increased drinking. Even more concerning are the results published last week by the Centre for Addiction and Mental Health, where more than 1 in 4 respondents aged 18 to 59 years indicated they had engaged in binge drinking during the past 7 days. These are trying times, and it is normal to look for ways to cope with the stress and uncertainty. But I'm concerned about the potential risks of increased alcohol use among Canadians during COVID-19. Drinking too much alcohol can lead to negative outcomes for Canadians and their families, including injury, motor vehicle accidents, violent crime, fetal alcohol spectrum disorder, and numerous chronic diseases like cancers and liver disease. During this difficult time, I encourage Canadians to consider alternative ways to cope with their stress, such as regular physical activity, and to consider the impact of alcohol on their health. While the best way to avoid short and long-term risks from alcohol is not to drink, Canadians who consume alcohol can consult Canada's low-risk alcohol drinking guidelines for strategies to help lower the risks. This resource offers information on standard drink sizes, recommended daily and weekly limits, and information and reminders to reduce high-risk activities and exposures. If you have questions about your drinking or would like information about where you can get support, I encourage you to speak with your healthcare provider. You can also find tips for taking care of your mental and physical health on the canada.ca/coronavirus website, or visit Wellness Together Canada online for a range of mental health and substance use supports at no cost. Fear, stress, and worry are normal in a crisis. No one has to go through this alone. There are resources available to help us all get through this together. Thank you. Merci. Thank you so much, Dr Tam. Dr Nou? Merci. Bonjour, je vais commencer par vous donner les derniers chiffres sur le COVID-19 au Canada. Il y a maintenant 101 337 cas confirmés, dont 8 430 décès et 63 886 personnes rétablies, soit 63% des cas. À ce jour, les laboratoires de partout au pays ont analysé les tests de dépistage de la COVID-19 de plus de 2 415 000 personnes. Au cours de la dernière semaine, nous avons testé en moyenne 38 000 personnes par jour. 1% d'entre elles ont obtenu un résultat positif. Ces chiffres évoluent rapidement et se sont mis à jour quotidiennement en soirée sur le site canada.ca/le-coronavirus. Au cours des derniers mois, alors que nous avons dû vivre dans une pandémie de COVID-19,
nous avons tous fait des sacrifices dans un effort collectif pour limiter la propagation de la COVID-19. Bien que nécessaires, ces mesures et les autres perturbations de nos vies quotidiennes ont eu des effets sur la santé mentale et le bien-être de nombreux Canadiens. Pour faire face à la situation, certaines personnes se mettent à la consommation de substances comme l'alcool. Selon un sondage mené récemment par le Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances, une personne sur 4 parmi les répondants âgés de 35 à 53 ans avait augmenté sa consommation d'alcool pendant la pandémie. Chez les répondants âgés de 18 à 34 ans, il s'agit d'une personne sur 5. L'absence d'un horaire régulier, le stress et l'ennui sont les raisons les plus couramment citées par les répondants pour expliquer l'augmentation de leur consommation d'alcool. Il est encore plus préoccupant de prendre connaissance des résultats publiés la semaine dernière par le Centre de toxicomanie et de santé mentale. Plus d'une personne sur 4 parmi les répondants âgés de 18 à 59 ans a indiqué s'être adonné à l'hyperalcoolisation rapide au cours des 7 derniers jours. Nous vivons des moments difficiles et il est normal de chercher des moyens de combattre le stress et supporter l'incertitude. On inquiète toutefois des risques possibles d'une consommation d'alcool accrue chez les Canadiens pendant la pandémie de COVID-19. La surconsommation d'alcool peut avoir des conséquences négatives pour les Canadiens et les membres de leur famille. Par exemple, des blessures, des accidents de la route, des crimes violents, des diagnostics de troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale, ainsi que de nombreuses maladies chroniques comme les cancers et des maladies de foie. En cette période difficile, on encourage les Canadiens à envisager d'autres moyens de combattre le stress, comme la pratique régulière d'activités physiques et à réfléchir aux conséquences de la consommation d'alcool sur leur santé. C'est le meilleur moyen d'éviter les risques à court et à long terme qui sont associés à l'alcool et de s'abstenir de boire. Les Canadiens qui consomment de l'alcool peuvent consulter les directives de consommation d'alcool à faible risque du Canada pour connaître les stratégies qui aident à réduire les risques. Cette ressource présente de l'information sur les formats standards de consommation et les limites quotidiennes et hebdomadaires recommandées. Cette site donne aussi des renseignements et des rappels sur la nécessité de réduire les activités et les expositions à risque élevé. Si vous avez des questions sur votre consommation ou si vous aimeriez savoir ou obtenir du soutien, on vous encourage à communiquer avec votre fournisseur de soins de santé. De plus, vous trouverez des conseils pour prendre soin de votre santé mentale et physique sur le site web canada.ca/le-coronavirus. Consultez l'espace Mieux-être Canada en ligne pour accéder sans frais à de nombreuses ressources de soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie. Il est normal de ressentir de la peur, du stress et de l'inquiétude en temps de crise. Personne n'a à traverser seul ces épreuves. Il existe des ressources qui peuvent nous aider à nous en sortir tous ensemble. Merci. Thank you, Dr. New. I would also like to take this opportunity to update Canadians on the easing of COVID-19 restrictions for public servants. Every industry and aspect of our economy has been affected by COVID-19, as have our interactions with others and how and where we work. Like many Canadians across the country, in mid-March, a large number of public servants had to trade their traditional work sites for dining room, kitchens, and bedroom offices. Since then, many of them have worked long hours in new, innovative ways, and often in difficult circumstances, or have also taken on new responsibilities. New services that would normally have taken many months to plan and execute were rolled out in a matter of days or weeks. Some examples include the Canada Emergency Response Benefit, also known as CERB, the Canadian Emergency Wage Subsidy, and coordinating the largest repatriation effort of Canadians in Canadian history.
millions of Canadians were in need, and the speed at which these critical services were rolled out in unprecedented ways. We have now, by and large, however, entered a new phase. The growth curve of the disease is trending downwards. Provinces are, at varying paces, reopening their economies, and restrictions are gradually being eased. With that in mind, deputy heads have received guidance on how to respond to this easing of restrictions to support plans to increase access to federal workplaces. This guidance, which will continue to evolve, has been formulated as a result of consultations with bargaining agents and contribution from internal and external experts. Noting that health authorities have stated that physical distancing measures should remain, these plans will make provisions for the fact that many public servants will continue to work remotely for some time to come. Indeed, as plans unfold, the health and safety of employees will be an absolute priority for our government. Increasing access to federal work sites for employees and the public will be gradual, and timing will vary from organization to organization and from one location in Canada to the other, based on their unique situations. I want to stress that employees of every organization will be given reasonable notice and assurances about the safety measures that will apply before being asked to return to their worksite. In the meantime, as we build on the innovation seen in the last months, we will continue to leverage tools and technology to serve Canadians in more modern and efficient ways. The pandemic has shown how fast and nimble the public service can be, and just how important the public service is to Canadians. Amidst a global pandemic, Canada's public servants have worked tirelessly to serve Canadians. On behalf of all Canadians, I thank all public servants for their service to our country. I know that they will continue to serve our country with unwavering commitment and dedication. J'aimerais profiter de l'occasion cet après-midi pour une mise à jour sur l'assouplissement des restrictions liées à la COVID-19 pour la fonction publique canadienne. Tous les secteurs et tous les aspects de notre économie ont été touchés par la COVID-19, tout comme nos interactions avec les autres, ainsi que la manière dont nous travaillons et les endroits où nous travaillons. Comme beaucoup de Canadiennes et de Canadiens dans tout le pays, à la mi-mars, un grand nombre de fonctionnaires ont dû remplacer leur lieu de travail habituel par des salles à manger, des cuisines ou des bureaux à la maison. Depuis lors, beaucoup de ces fonctionnaires ont travaillé de longues heures, de manière nouvelle et innovante, ou ont assumé de nouvelles responsabilités, parfois dans des environnements difficiles. De nouveaux services dont la planification et l'exécution auraient normalement pris plusieurs mois ont été mis en place en à peine quelques jours ou quelques semaines. Quelques exemples. La prestation canadienne d'urgence, aussi connue sous le nom de PCU. La subvention salariale d'urgence du Canada. La coordination du plus grand rapatriement de Canadiens de l'étranger de l'histoire du pays. Des millions de Canadiens étaient dans le besoin ou parfois même dans le danger, et la vitesse avec laquelle ces services essentiels ont été déployés par la fonction publique est sans précédent. Dans l'ensemble, nous sommes maintenant entrés toutefois dans une nouvelle phase. La tendance de la courbe de la COVID-19 est heureusement à la baisse. Les provinces et les territoires sont, à des rythmes différents, en train de rouvrir leur économie et les restrictions sont progressivement assouplies. Dans cette optique, les administrateurs généraux et les hauts fonctionnaires des ministères et agences du gouvernement canadien ont reçu des conseils sur la manière de tenir compte de l'assouplissement des restrictions en vue d'accroître l'accès aux lieux de travail du gouvernement fédéral. Ces conseils, qui continueront à évoluer, ont été formulés à la suite de consultations menées auprès des agents de négociation des différents syndicats et de la contribution d'experts à l'interne et à l'externe.
Étant donné que les autorités sanitaires ont déclaré que les mesures de distanciation physique devaient être maintenues, des plans tiendront compte du fait que de nombreux fonctionnaires devront continuer à travailler à distance pendant un certain temps. En effet, au fur et à mesure de l'évolution des plans, la santé et la sécurité des employés constitueront toujours une priorité absolue pour notre gouvernement. L'accroissement de l'accès aux lieux de travail fédéraux pour les employés et le public sera progressif et le calendrier variera naturellement d'une organisation à l'autre, ainsi que d'un endroit à l'autre au pays, en fonction de la situation de chacune de ces organisations. Je tiens à souligner que les employés de chaque organisation recevront un préavis raisonnable et que des garanties sur les mesures de sécurité qui s'appliqueront avant d'être invités à retourner à un lieu de travail seront aussi fournies. La pandémie a montré à quel point la fonction publique canadienne peut être rapide et souple et combien son rôle est important. Dans un contexte de pandémie mondiale, les fonctionnaires du Canada ont travaillé sans relâche au service des Canadiennes et des Canadiens. Au nom de tous et de toutes, je remercie tous les fonctionnaires pour leur important service à notre pays. Je sais qu'ils continueront à servir avec un engagement et un dévouement inébranlable tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Merci beaucoup. Nous serions maintenant enchantés de prendre vos questions. Merci, Monsieur le Ministre. Comme d'habitude, on va commencer par le téléphone. As usual, we're going to start with the phone. One question, one follow-up. Operator, over to you. Thank you. Merci. Our first question, notre première question, is from Mia Robson with the Canadian Press. Please go ahead. À vous la parole. Good morning. I'm curious if at first for Minister Duclos, if you could tell us to what degree you've been exploring or contemplating federal public servants working remotely permanently. Well, thank you for the question. I would first like to reiterate the most important message this morning is that we are very grateful to public servants for the last few weeks of their important work. We know that important work was only essential for Canadians, not only essential for Canadians, but it was often delivered in a manner which was difficult, both for personal and professional reasons. This being said, we have also seen that the public service can be nimble, can be quite quick and efficient in its ability to react to emergencies and crises. And we have learned lessons in that process. And one of the lessons is that we can be more flexible and nimble over time. We have seen that efficiency and agility don't contradict each other. We can have a public service which, as you said, can be working remotely while serving Canadians very efficiently. So we expect that these lessons will have been learned and will be applied over the next weeks, months, and years. So to be very clear, yes, I do expect that because of the important learning experiences that we have made, there will be more agility and more flexibility when it comes to teleworking. Mia, follow-up? Yeah, also for Minister Duclos, the Information Commissioner on Friday said the government hadn't provided sufficient resources for the big increase in access to information requests. Are you intending to increase this funding, and if not, why not? Well, first, it's an absolutely essential question. And second, access to information is key, regardless of the circumstances. And in fact, it's even more important in situations of crisis because, as we've seen in the last few weeks, Canadians have been worried about themselves and their families, and they typically look for information from the government, both in protecting their health and protecting their ability to make ends meet. So we are, of course, understanding of the difficulties that public servants have had over the last few weeks, in part because of teleworking, in providing the level of information that journalists like you require in your daily work. But we do feel that we need to do better over the longer term, and that will involve working closely with the Information Commissioner. I have talked with her a couple of times in the last few weeks. We have both agreed on important priorities, such as more proactive disclosure information to make it easier for
the media, again, to have access more quickly without having to ask for it, more quickly to key information, as well as we've seen in the last few weeks, make technology more central in the way in which the government operates. So there are technological weaknesses across departments and agencies that make it difficult for public servants to deliver information to the media. We can do a lot better, and we know how to do this, in fact, in many cases, because there are some departments and agencies that are doing much better than others. And again, the Information Commissioner and I have had discussions on that. Thank you, Minister. Operator, next question, please. Thank you. Merci. Our next question, notre prochaine question nous vient de Émilie Bergeron avec l'agence QMI. Please go ahead. À vous la parole. Bonjour, M. Duclos. J'aimerais avoir de nouveaux chiffres sur la PCU. Ça fait depuis le 4 juin qu'on n'a pas de mise à jour en ligne. Or, c'est une mesure importante. On est rendu à combien de prestataires et surtout, on ne connaît pas non plus le coût avec la prolongation qui a été annoncée. Que pouvez-vous nous dire là-dessus aujourd'hui? Essentiellement, trois choses. La première, c'est que nous sommes toujours à autour de 8 millions de demandeurs d'une prestation, donc 8 millions de Canadiens qui, à un moment ou à un autre, ont reçu au moins un versement de la PCU, pour un total d'environ 18 millions de demandes totales et pour un budget total pour l'instant d'environ 53 milliards de dollars. La deuxième chose que je vais ajouter, c'est qu'il va y avoir prochainement une mise à jour par la ministre Qualtrough sur les différentes statistiques importantes autour de la PCU, y compris des chiffres plus à jour que ceux que je viens de vous donner. Et la troisième chose, qu'il va effectivement y avoir besoin pour le gouvernement canadien d'annoncer prochainement, le ministre Morneau y travaille très fort, une mise à jour sur les prévisions de la PCU au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Ce que je peux dire toutefois, c'est que il y a, d'après les statistiques déjà disponibles, mais préliminaires, une tendance assez forte à un décroissement des demandes de la PCU, ce qui est une bonne nouvelle et ce qui reflète évidemment en bonne partie le fait qu'il y a eu, au cours des dernières semaines, un déconfinement important de la part des provinces et des territoires, mais aussi le fait que la subvention salariale, comme on l'a souvent dit, est appelée à remplacer progressivement encore davantage les versements de la PCU. Émilie, en suivi? Oui, en suivi, la semaine dernière, on a posé la question à vous et la ministre Qualtrough à combien pourrait s'élever le coût et bien évidemment, vous avez répondu que c'est difficile à évaluer étant donné ce mouvement que vous semblez voir. La semaine dernière, vous parliez de 1,2 million, si ma mémoire est bonne, qui n'ont pas redemandé la PCU au mois de juin. On ne sait pas comment ça va évoluer, on comprend ça, mais que pouvez-vous nous dire de plus que la semaine dernière? Parce que la semaine dernière, on disait au plus peut-être 17 milliards par mois. Aujourd'hui, que pouvez-vous nous dire là-dessus? Et c'est une interrogation tout à fait légitime. On travaille, quand je dis on, c'est surtout les ministres concernés, donc Mme Qualtrough, Mme Le Boutillier et M. Morneau travaillent très fort pour établir des projections pour la suite. Mme Qualtrough, la semaine dernière, donnait un ordre de grandeur de 17 milliards de dollars par mois. Et c'est un ordre de grandeur qui est basé sur essentiellement le premier mois. Et bien, depuis ce premier mois, il y a eu une chute qu'on estime entre le mois de mars au mois de mai à peu près 20 % du nombre de prestataires. Et depuis le mois de mai, avec le déconfinement accéléré que l'on a vu, on s'attend à ce que la chute, le pourcentage de chute soit encore plus important. Donc, il s'agirait pour un journaliste bien branché comme vous, il s'agirait de faire tracer une ligne de régression entre le mois de mars et le mois de juin pour avoir une petite idée d'où on s'en va. Mais pour un gouvernement, il faut aller plus loin, il faut être plus précis. Et c'est pour ça que le ministre Morneau, Mme Qualtrough et Mme Le Boutillier vont arriver prochainement avec de meilleures précisions. Quand?
Quand ce serait? Le plus rapidement possible. Évidemment, il y a souvent un arbitrage à faire entre être rapide et être précis. Je crois qu'avec les derniers chiffres que nous avons eus le 5 juin sur la croissance de l'emploi, particulièrement au Québec d'ailleurs, on est capable de projeter les demandes de prestations à partir du mois de juillet, et donc en allant jusqu'au mois d'août. Alors, ce sont ces chiffres sur l'emploi qu'on entendait beaucoup, qui sont sortis le 5 juin, pour pouvoir, avec les méthodes économiques et statistiques habituelles, pour pouvoir nous projeter de manière la plus fiable possible vers le futur. Merci, Monsieur le ministre. Opérateur, prochaine question, s'il vous plaît. Thank you. Merci. Our next question, notre prochaine question nous vient de Lina Dib avec la presse canadienne. Please go ahead. À vous la parole. Bonjour, M. Duclos. C'est au sujet des fonctionnaires qui devraient pouvoir retourner au bureau. Bon, on sait qu'ils sont 250 000. Vous devez avoir une bonne idée de comment ils sont installés, ces 250 000. Est-ce que vous avez un chiffre à nous offrir sur combien pourraient physiquement retourner et avoir 2 mètres de distance dans les bureaux, là, sans tenir compte de la situation locale là, dans chaque communauté? Ça, je comprends ça, là, mais combien vraiment pourraient revenir au travail? Bien, je vais répondre à votre question immédiatement après, mais il y a quelques chiffres que j'aimerais vous donner, que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, en matière de capacité de télétravail. Parce qu'au début de la crise, on s'inquiétait un peu sur la capacité du gouvernement canadien de rendre possible le télétravail à des centaines de milliers de fonctionnaires. Alors, j'ai pu noter au cours des dernières semaines, par exemple, le doublement de la capacité des fonctionnaires de se connecter de manière sécuritaire à leur réseau Internet et de communication. On était à 140 000 connexions sécuritaires avant la crise. On est rendu à 280 000 connexions qui peuvent être établies de manière sécuritaire. Donc, c'est beaucoup de connexions que les employés peuvent utiliser. On est maintenant à 100 000 employés de la fonction publique qui peuvent être simultanément, pas tous ensemble évidemment, mais dans différents groupes, qui peuvent être en rencontre virtuelle, et la capacité de téléconférence, qui est évidemment très importante là, dans un contexte de télétravail. Il est passé de 1,6 million à 5 millions de minutes par jour. Donc, on a triplé la capacité pour la fonction publique de travailler en mode téléconférence. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé en peu de semaines au sein de la fonction publique. Et par conséquent, le télétravail, il est non seulement davantage possible, mais il est beaucoup plus efficace qu'il était avant la crise. Et ce qui m'amène à dire, c'est qu'on ne parle pas de retour des fonctionnaires au travail. On parle de retour des fonctionnaires au bureau. Parce que les fonctionnaires, ils ont été au travail beaucoup au cours des dernières semaines. Ils ont souvent travaillé encore davantage qu'ils le faisaient avant la crise parce qu'on était en gestion de crise. Donc, je veux que ce soit très clair pour ceux qui nous écoutent. On parle ici de retour à un bureau physique et non pas un retour au travail. Et c'est pour ça que les enjeux d'aménagement physique, j'arrive donc à votre question, même s'ils sont importants, ne sont pas aussi importants qu'ils l'étaient avant la crise. Et la ministre Anand, qui est responsable du ministère de l'Approvisionnement et des Services publics, travaille étroitement avec les différents ministères pour s'assurer qu'effectivement, quand il y aura un retour plus senti des fonctionnaires dans les différents bureaux du gouvernement à l'échelle du pays, bien que les règles de distanciation soient respectées, que l'équipement de protection individuelle, lorsqu'il est nécessaire, soit fourni. Donc, que ces règles soient appliquées. Mais même si je n'ai pas les chiffres aussi bien en mémoire que Mme Anand, ce que je peux vous assurer, c'est que ça va bien. Et entre autres, ça va bien parce qu'on est capable d'aménager le télétravail de manière beaucoup plus solide que ce qu'on faisait avant la crise. Avant qu'on passe en suivi, Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez juste répéter les statistiques en anglais, s'il vous plaît? Okay, thank you. So I'll do this in English as well. Sorry to have gone perhaps too quickly on a very strong set of statistics. I was saying that in a matter of a few weeks, we have seen significant improvements in the ability for public servants to work to do teleworking. And there are 3 key statistics that I would like to point out. The first one is that the number of secure connections that public servants can make has increased from 140,000 to 280,000
in the duration of the crisis. So we have doubled the number of secure connections that public servants can make in exchanging information for their work. Another important statistics is that 100,000 public servants can now have a virtual meeting simultaneously, not all at the same time, but in different groups. So that's a very significant number of public servants who can see each other and talk to each other in virtual ways. And finally, the number of teleconference minutes that we can use for the benefit of public servants has tripled from 1.6 million to 5 million minutes per day. So those are many minutes of teleconference work that public servants can do every day. So we have tripled that capacity over the last few weeks. So it's an example of a demonstration that although crises are never easy or never welcome, they do, in some cases, bring about important improvements. And I think that these improvements in the agility and the ability of public servants to make a difference in the lives of Canadians, that is good news. Thank you, Minister. Lina, en suivi? Oui, merci. Donc, vous n'avez pas un chiffre précis sur le nombre de fonctionnaires qui pourraient être sur les lieux de travail. Vous êtes aussi le patron qui négocie avec les syndicats de ces travailleurs-là et on sait que le télétravail, ça coûte aux travailleurs. Il y a des frais qui viennent avec ça pour le travailleur coincé chez lui. Donc, est-ce que vous songez à compenser d'une manière ou d'une autre les fonctionnaires pour ça? Est-ce que vous avez une ouverture pour ça? Est-ce que vous avez des budgets pour ça? Et la réponse est oui. Au cours des dernières semaines, non seulement là, il y a eu une augmentation substantielle de la capacité des fonctionnaires de se connecter, mais il y a eu des dizaines de milliers d'appareils de toutes sortes qui ont été achetés par approvisionnement et services publics et distribués aux fonctionnaires pour leur permettre de faire un travail utile là, et en sécurité chez eux. Dans leur maison. Maintenant, on sait aussi que plusieurs fonctionnaires ont été encore plus efficaces en travaillant à la maison, mais on reconnaît qu'il y a des environnements de travail qui gagnent à ce que les gens se déplacent au bureau. Donc, il y a, dans certains cas, une efficacité plus importante à rester à la maison et les fonctionnaires apprécient ça parce que ça permet aussi de réduire le déplacement, le temps de déplacement, ça réduit aussi le coût qu'il y a à faire ces déplacements, mais il y a parfois des avantages de toutes sortes à se déplacer au bureau. Donc, on va continuer à travailler avec la fonction publique pour s'assurer que les travailleurs aient tout ce dont ils ont besoin pour bien faire leur travail. Mais la réponse précise à votre question, c'est que comment les appuyer correctement de différentes manières dépend beaucoup de leurs circonstances à eux, de leurs conditions familiales et personnelles, dépend aussi de la nature de leur travail, quel travail ils ont exactement à faire, dépend aussi des conditions de santé publique locale. On sait que le retour progressif au bureau va dépendre beaucoup des avis de la santé publique locale et dépend finalement de l'aménagement du travail au bureau. Donc, est-ce qu'il y a la distanciation est possible, facile? Est-ce que ça prend des équipements de protection individuelle? Alors, il faut prendre compte de tout ça quand vient le temps d'appuyer correctement les fonctionnaires. Merci. Je comprends, M. Duclos, mais si je peux me permettre... Une question de suivi, Lina, merci. On va passer dans la salle. Mackenzie, over to you. Not we should reopen the border. Over the weekend, they had a huge spike in cases, 36,000 yesterday. What's your assessment of the health situation in the States? And if it continues to get worse, do you think that this means that the border should continue to be closed? Well, I think it's a very dynamic situation and we have to keep assessing it. And of course, every month there is a sort of reevaluation. And so I think absolutely we need to keep an eye on the epidemiology in the United States. And if the numbers keeps going up, and that's going to definitely inform what might happen next at the border. But I won't preempt the next decision, but that we're watching that situation extremely closely.
Going back to the earlier stages of this, one of the issues that we had at the beginning of the pandemic was the amount of PPE that we had. At any point, did you tell the Prime Minister or the Health Minister that we didn't have enough in the national stockpile and warn them that we needed to either spend more money or procure more things, either at the beginning of the pandemic or even before it, to worry about a potential pandemic? Well, I think the procurement of PPE is one of the most challenging aspects of the pandemic response. So it was pretty obvious that a lot of PPE is required, and that we had actually very small amounts of this in the National Emergency Strategic Stockpile. That hasn't been the sort of construct of the stockpile at the time. So that was pretty noticeable, or early on. So I think lots of different efforts, as people have seen, were pulled together to try and get as much procurement done as possible with PSPC. But whether it's overseas and then ratcheting up, I think the domestic capacity has been, obviously a very key aspect of the response. So I think people took the need to have more PPE extremely seriously very early on. Good afternoon, Olivia Stefanovich, CBC News. Canada has set up a contact group to investigate COVID-19 outbreaks among Mexican farm workers in southwestern Ontario, but it's not actually stiffening penalties for employers who are not fulfilling their obligations. Why is that? That's an excellent question. I can provide similar views to what the Prime Minister shared this morning, and then perhaps I can turn to Dr. Tam for more on the public health side. But it's clear that with what we've seen in the last few days, and in fact the last few weeks, Canada and the government of Canada need to do a better job when it comes to welcoming and taking care of temporary foreign workers, particularly those working on farms across Canada. We are aware that some of the guidelines and the expectations that were provided to some of those that welcomed and then hired those temporary foreign workers, those guidelines were not followed, and therefore there is an obvious important inquiry to carry out and appropriate sanctions to apply if those failures did happen. When it comes to the broader issue of maintaining appropriate relations with public health officials locally, I would prefer to turn to Dr. Tam. Yeah, I think as I understand it, all of those measures are being looked at, including if there was significant non-compliance by employers of temporary foreign workers, that strict sanctions can be applied. That's not necessarily within the realms of public health, but I think all of these aspects need to be looked at, because I think much more needs to be done to protect temporary foreign workers. They are vital at this point to the economy of Canada, and I think the risk factors are obvious. They have working conditions in some farms that need to be reviewed, but the potential congregate living or crowded conditions. Sometimes low wage engenders fear to present themselves with symptoms and not getting paid, and language barriers in terms of complying with public health measures. So we are, in close discussions with Ontario, but also the local health units to look at what more can be done. Certainly, if there's even a single case, a very rapid outbreak response together with widespread testing needs to be done very, very quickly because of some of these close conditions where disease can spread very quickly. So I think the key is to support the temporary foreign workers in whichever way we can. Certainly guidance, financial support, and communications have been provided to employers.
So part of our work going forwards at the Public Health Agency is actually providing some technical support to Service Canada inspectors, so that if they're inspecting, premises to ensure that the conditions are met, we can give them that technical support that they need to do their job as well. And I'm just trying to see clarity on how these COVID-19 outbreaks occurred among these migrant workers, especially since they were supposed to self-isolate for 14 days. Is it your understanding that the 14 days of self-isolation did not happen? And locally, there are reports that some Mexican farm workers hid their symptoms when they came to Canada. Does the federal government have information to support this? I think the factors are multiple. In the Ontario context, the information that we have is that workers were respecting their 14-day quarantine. Now, remember, that's the whole purpose of the 14 days, so that if someone does come symptomatic, you pick them up, and that is expected during those 14 days. So perhaps they came in with unsuspecting illness, but that's why the 14-day isolation is required. And sometimes we've seen that people have been supported in isolation and quarantine in different locations, such as a hotel. But we also know that after that period, they often go back to congregate living conditions and more crowded work settings. And it seems that, at least in some of these cases, that's what is happening. And of course, workers do mix with their surrounding communities as well. And that it's definitely a possibility that they get infected by the local community as well. And then because they're more susceptible to the spread of illness, that might be also what's happening. So I think based on what we understand currently happening with the outbreaks, the 14-day quarantine period seems to be working. But we need to keep going and make sure that people are supported beyond that. Thank you, Dr. Tam. We'll take one last question on the phone. Operator, over to you. Thank you. Merci. Our next question is from Micheline Laflamme with Radio-Canada. Please go ahead. À vous la parole. Merci. Bonjour, Monsieur Duclos. Concernant le télétravail des fonctionnaires, est-ce que vous avez en tête une date à laquelle les gens vont retourner au bureau ou si, dans le fond, pour le moment, on n'a pas cette date-là? Est-ce qu'on peut penser à un retour à la normale? Quand serait ce retour à la normale? Le retour... C'est-à-dire avec des gens au bureau, là. Avec des gens au bureau, tout le monde au bureau. Est-ce que ça va prendre un vaccin? Est-ce qu'il faut attendre tout ça? Bien, la réponse est que le retour va se faire de manière progressive, et progressive en commençant prochainement. Évidemment, on ne va pas attendre qu'il y ait un vaccin là, avant de permettre le retour progressif des fonctionnaires au bureau et non pas au travail, parce qu'à nouveau, les fonctionnaires sont au travail de manière très intense depuis plusieurs semaines. Donc, la question, c'est d'aménager progressivement ce retour au travail, mais en permettant, comme je disais tout à l'heure, une place plus grande pour le télétravail, qui était à l'origine considéré comme étant ou bien non productif ou bien impossible. Non productif parce qu'on pensait que les fonctionnaires n'allaient pas être suffisamment là, en contact avec les bons outils pour faire correctement leur travail. Mais on s'est aperçu qu'au contraire, parfois, la productivité des fonctionnaires est encore plus importante en leur permettant de faire le travail à la maison. Ça coupait dans le temps de déplacement. Ça réduisait les coûts de déplacement, ça simplifiait parfois la vie familiale, mais aussi parce que c'est pas impossible de faire du télétravail. Tout à l'heure, je résumais rapidement certaines des statistiques qui démontrent qu'en quelques semaines à peine, on a rendu le télétravail beaucoup plus possible qu'il était auparavant. Donc, le retour au bureau progressivement, sans nécessairement en faisant en sorte que la priorité soit toujours la santé et la sécurité des travailleurs, mais sans nécessairement retourner à où on était au début. Parce qu'il y aura, je pense, plus de télétravail dans les prochains mois et les prochaines années au gouvernement fédéral qu'il y en a eu avant la crise. Micheline, en suivi?
Oui, merci. Donc, est-ce qu'on peut dire que la COVID a provoqué une réflexion à plus long terme sur justement le télétravail? Est-ce que ça peut être le début, si on veut, d'une période où où il y aura plus de monde qui vont travailler de la maison, et ça, pas nécessairement seulement à cause de la COVID, mais simplement parce que vous y trouvez des avantages? Tout à fait. La réponse est oui. Parce que c'est plus souple pour les employés, c'est plus efficace aussi pour les employés, donc aussi plus efficace dans plusieurs cas pour le gouvernement. Et dans certains cas, c'est juste moins coûteux à la fois pour les employés et le gouvernement fédéral. Moins coûteux pour les employés parce que, comme je disais, les coûts de transport sont plus faibles. Il y a d'autres coûts aussi qui peuvent être moins importants. Et pour le gouvernement fédéral, on a une réflexion qu'on a déjà commencé à avoir autour du nombre de bureaux et d'espaces de bureaux qu'on voudra avoir au cours des prochaines années. Je pense que comme l'entreprise privée est en train de le faire présentement, le gouvernement canadien est aussi en train de réfléchir et bientôt à agir sur l'espace bureau qu'on voudra continuer d'utiliser au cours des prochaines années. Merci, Monsieur le ministre. Thank you, Minister. Ceci met fin à la conférence de presse pour aujourd'hui. That's it for today. Thank you, everyone.